Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Aves Brassicole. J'espère que vous allez bien et que la neige ne vous dérange pas trop. Ça sent bien. Supposément, les villes sont supposées enlever la neige dans pas long, so no worries. Merci beaucoup à tout le monde de nous abonner à Les Affaires Brassicole, la section pro, puis notre infolette. À chaque jour, on s'agrossit. So, merci beaucoup à tout le monde. Puis bien sûr, si vous avez des questions, comme toujours, envoyez un courrier à leonardo@baronmag.com. Ce balado est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin de kegs, qu'ils soient achetés ou en location, appelez Keg Management. Et si vous avez besoin de cannes, de canage mobile, c'est Can Management. Aujourd'hui, on fait une entrevue très intéressante. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je voulais parler avec cette gang-là. L'idée en arrière de ça, c'est parce qu'on veut vraiment, avec les tarifs qui s'en viennent de Trump et toutes les problématiques qui s'en viennent, on voulait parler avec du monde qui ont une compréhension différente. Puis bien sûr, pousser un peu plus l'idée en arrière de ça, de la vente à travers les provinces. Comme vous savez, il y a seulement une province au Québec, au Canada, excuse-moi, qui fait vraiment de la vente. Moi, à chaque fois que je parle de le monde veut vendre à travers en Ontario, je dis, perds pas ton temps, va-t'en dans ce coin-là, parce qu'eux autres, ils sont ouverts à ça. Aussi, avec des tarifs qui s'en viennent, quand je fais mes voyages au Québec, en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick, tout le monde est comme, pour quand l'ouverture du marché de ça? Parce que c'est un problème, cette affaire-là. C'est pas normal qu'on puisse vendre notre bien en France plus facilement qu'à l'Ontario. Ça marche pas. Puis, c'est sûr que beaucoup de microbrasseries ou de micro-distilleries, vignobles ou whatever, c'est d'inquiéter l'ouverture du marché parce que les grosses compagnies comme Monson Labatt ont des structures de distribution, de vente qui sont plus intéressantes que nous autres, puis eux autres. Mais en même temps, ça peut être intéressant pour les brasseries de pouvoir vendre partout au Canada puis aller chercher des marchés qui les appartiennent. So, nous autres, ce matin, qu'est-ce qu'on va parler avec qui qu'on va parler aujourd'hui, nous autres? C'est une gang qui s'appelle IDM, c'est l'Institut économique de Montréal. C'est un think tank politique public qui parle un petit peu de ce qui se passe à travers le Canada. Ils sont très pro-business. Puis la raison que je voulais parler avec eux autres, c'est parce que notre article qu'on avait fait avec eux autres sur la vente en ligne avait a été beaucoup lu, puis on voulait parler avec eux autres. So, aujourd'hui, on va parler avec Mr. Gabriel Giguère, qui est analyste senior en politique publique. On va parler un petit peu de la libération du marché d'alcool au Canada. C'est quoi les problèmes qui existent? Puis bien sûr, ils vont donner plus d'infos là-dessus. So, Gabriel, comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bien, merci beaucoup d'avoir cette invitation. Number one, avant de parler de tout ça, j'aimerais savoir, comment un peu, c'est quoi IDEM? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre philosophie en arrière de ça? Ben, nous, en fait, on est une institut de recherche, hein. L'objectif, c'est de voir quelles sont les mesures qui bloquent au Canada pour un meilleur commerce, pour une prospérité économique. Alors là, on s'intéresse au logement, à la santé, à l'énergie, aux finances publiques, mais la question du commerce est très importante, là. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, la question avec les menaces tarifaires et le voisin au sud de au sud de la frontière, je devrais dire, cette dynamique-là, elle nous intéresse beaucoup. Et quand on regarde aux possibles réponses du Canada, ben le commerce interprovincial fait partie de la solution très certainement, mais il y a plusieurs barrières. Alors nous, on s'intéresse vraiment à différentes mesures qu'on peut proposer au gouvernement pour assurer une prospérité dans la société. Puis IDM, il est financé comment, IDM, en soi? Ben, c'est surtout des fondations qui soutiennent la mission d'aller de l'avant avec des idées, comme vous l'avez dit, un peu plus pro-business, hein, ce qu'on dit là, le libre marché ou en anglais le Mmh. free market, pour s'assurer que l'idée, en fait, que la richesse est créée par les entrepreneurs. Alors, nous, on est tout à fait liés à cette idée-là et donc, c'est vraiment notre objectif là, de s'assurer que les gouvernements puissent aller de l'avant avec des mesures qui sont en adéquation avec cette philosophie. Ben, excellent. Il y a une affaire intéressante avec vous autres, c'est parce qu'il faut que j'avoue quelque chose. Écoute, il y a 4 mois de ça, hein, personne ne parlait des ventes entrepreneuriales. C'est sûr que le monde chialait tout le temps qu'il y avait, oui, il y a des défis de vente en Ontario, on veut vendre partout, blabla. Mais avec vraiment ce qui se passe avec c'est avec Trump, les tarifs, tout ça, la discussion que j'ai avec ça, c'est une discussion que j'ai à 95% du monde. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi les problèmes d'ouverture? Pourquoi le gouvernement comme ça? C'est sûr, c'est des politiques. Au Québec, on reçoit 1,2 milliard de dollars, je pense,
de la SAQ, puis c'est un gros marché que le gouvernement ne veut pas. Mais en même temps, on a des places que je pense le Manitoba, eux autres, ils ont ouvert le marché, ça fonctionne quand même bien. C'est moi, je me rappelle, j'avais été à une conférence à Calgary là-bas, puis le monde s'est ouvert, tu arrives là-bas, tu achètes ce que tu as besoin, on ne te force pas rien comme ça. Puis Calgary, c'est un autre, c'est plus pro-business dans ce coin-là, très américanisé. Mais de plus en plus, quand je parle avec des brasseurs ou des distillateurs, tout ça, ils sont comme, on a un problème de marché, on ne peut pas continuer comme ça. C'est quoi le problème de marché? Puis, ben, explique-nous pourquoi les gouvernements ne veulent pas embarquer là-dedans. Mais la première des choses, là, c'est qu'il ne faut pas oublier que la SAQ, ça date, je veux dire, c'est un legs de la prohibition, là. Ça fait plus que 100 ans. Puis le gouvernement du Québec, là, a encore cette vision-là où il doit absolument s'accaparer tout le périmètre quasiment là, de la question de l'alcool, là, notamment des spiritueux, où c'est lui qui décide. Ce qui est un petit peu particulier, je pense, en 2025, on peut dépasser ça puis permettre aux gens de vendre comme ils veulent. Maintenant, pourquoi ça vient bloquer au niveau du commerce interprovincial? Ben, chaque gouvernement ont leur petit monopole d'alcool, puis ils ne veulent pas faire de pas. Évidemment, il y en a qui ont fait des pas, puis on va y venir. Mmh. Mais quand je pense notamment au gouvernement du Québec, on fait aucun pas, puis on veut garder notre vache sacrée, en quelque sorte, qui est la SAQ, puis son monopole de distribution, puis de commerce de détail. C'est nocif. Hein? En 2017, il y a une raison pour laquelle les premiers ministres provinciaux se sont rencontrés avec le premier ministre également du Canada pour former ce qu'on appelle l'accord de libre-échange canadien. L'objectif est simple, réduire, sinon abolir l'ensemble des barrières au commerce interprovincial. Évidemment, la question de l'alcool était présente. On a créé plusieurs comités liés à cet accord-là, et l'un des comités était celui sur l'alcool, de dire ben, comment on peut faciliter ça, comment on peut s'assurer que ce soit plus facile pour quelqu'un qui habite au Québec d'acheter des produits du Manitoba et vice-versa. En réalité, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu certaines avancées. Notamment, si vous décidez d'aller en Ontario pour aller chercher 3-4 bouteilles de vin, maintenant, vous pouvez revenir en voiture avec vos bouteilles de vin à des fins de consommation personnelle. Mais ce n'est pas énorme comme avancée. C'est un petit pas, là, ça nous prend une vraie marche. Alors, dans ce contexte-là, on réalise que le Québec n'a pas fait d'actions concrètes ou de bonnes actions concrètes pour s'assurer d'ouvrir le marché à d'autres produits. Par contre, quand on regarde en Colombie-Britannique et en Alberta, je suis persuadé que vous avez probablement vu ça dans les médias au cours de la dernière année, année et demie, on a eu une forme de confrontation sur la question d'alcool et on est arrivé en disant, écoutez, de part et d'autre, on va permettre que le vin puisse être exporté directement à l'acheteur et ça, c'est une bonne chose. Hein? Si quelqu'un habite au Saguenay et décide de vouloir boire une bière ou un gin de la Saskatchewan, pourquoi il n'y a pas le droit? Pourquoi c'est pas possible? Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne me revient pas. Je ne comprends pas. Par contre, il y a d'autres provinces comme le Manitoba qui ont ouvert ça, ils ont décidé de le permettre à leur population. Puis je pense que ça montre l'exemple. Ça montre l'exemple pour les autres provinces et on y reviendra potentiellement, mais je reste assez optimiste pour le futur, notamment pour les 2 derniers jours où les messages politiques dans l'espace public que j'ai vus semblaient d'aller dans la bonne direction. Parce que nous autres, c'est ça l'affaire que même nous autres, même on a parlé avec la politique aussi, avec des politiques, tout le monde. Puis les autres, c'est ça la difficulté, c'est que c'est une vache sacrée, c'est beaucoup d'argent qui entre là-dedans. La mise en place c'est la mise en place tout à coup qu'on ferme on ferme les SAQ. Bon, on ne fait pas les SAQ, tout à coup on change la vision des SAQ. C'est quoi l'effet qu'il pourrait y avoir au Québec si on tout à coup LCBO puis la SAQ ouvrent la porte, puis on dit OK, on peut laisser vendre. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, il y a 2 choses. D'abord, c'est une très bonne nouvelle pour la question du commerce interprovincial parce que vous n'aurez pas le monopole de distribution. Puis ce sera possible d'avoir. Parce que moi, je pense sincèrement qu'au niveau des microbrasseries et au niveau des microdistilleries, on a énormément de talent au Québec. Il y a plusieurs business incroyables. Ben, ça sera possible d'aller les envoyer ailleurs au Canada. Ça va faciliter le commerce interprovincial. Mais une autre chose que je trouve qui est très importante, c'est que vous allez avoir également des gens dans le milieu des affaires qui vont se dire, regardez, moi, quand je regarde la SAQ, évidemment, là, il y a 2 choses. Est-ce que c'est une privatisation ou une libéralisation? On va rester au terme de dire la SAQ existe encore, mais elle n'a plus le monopole. Bien, Mhm. la SAQ, elle a une quantité limitée de produits québécois. Hein, on va se le dire. Puis là, on a vu récemment, là, on réduit la quantité de produits québécois parce que ça ne vend pas assez.
Mais qu'est-ce qui va se passer avec nos micro-distilleries? Je pense qu'il va y avoir des entrepreneurs qui vont émerger, qui vont se dire, moi, le gin québécois, moi, les produits québécois alcoolisés en général, peut-être que ce sera au niveau des microbrasseries, mais surtout, là, je pense surtout en ce moment aux micro-distilleries, peut-être qu'il va y avoir des entrepreneurs qui vont émerger, qui vont offrir des produits spécialisés pour la population. Puis ça, ben, je pense que c'est intéressant parce qu'on va savoir quels sont les produits qui sont le plus j'ai envie de dire, intéressants pour le consommateur. Puis un autre élément aussi qui me semble absolument essentiel, c'est lorsque vous produisez au niveau des microdistilleries une bouteille de 750 millilitres, vous le savez à quel point la majoration et les taxes viennent tout gruger au niveau de la SAQ. Si on peut mettre ça de côté, ce serait également une belle avancée pour les artisans d'ici. Une des affaires, c'est le monde qui me disait ça, c'est qu'ils ont peur des. Tout à coup, on perd le milliard et demi en arrière de ça, le gouvernement reçoit chaque année. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, cet argent-là va augmenter, va diminuer, ou ça va d'une autre façon qu'on va pouvoir le dealer avec ça? Ben, écoutez, d'abord, il y a une partie qui va rester quand même avec la taxe sur la consommation, ça, c'est évident. Puis j'ai envie de vous dire, plus à la racine de ça, c'est pas au gouvernement d'avoir le monopole. Je pense que toute personne qui a une aventure entrepreneuriale puis qui veut proposer des produits devrait pouvoir le faire. Hein. Moi, je pense que l'objectif ici, c'est pas de dire nécessairement on va privatiser la SAQ. On peut en discuter, là, mais aujourd'hui, c'est de dire permettons à des entrepreneurs d'émerger et de proposer d'autres produits. Parce que souvent, ce que j'entends dans l'espace public, c'est qu'on va dire oui, mais Gabriel, tu le sais, la SAQ a les meilleurs produits. Mais pourquoi vous vous en faites? Laissez les entrepreneurs choisir, puis on va voir comment le marché va décider. Je vous avoue que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre cette dynamique-là. Puis si on vient à la question du commerce interprovincial, qui me semble assez intéressante ces temps-ci, ben, je me réjouis en toute franchise parce que hier, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a indiqué vraiment son désir profond d'aller de l'avant avec une loi pour abaisser les barrières au commerce interprovincial. Et là, ce qu'on a remarqué, c'est que l'Ontario a dit, ben nous, on est intéressés. Puis aujourd'hui, avant de se parler, là, il y a quelques heures, on a vu Anita Rand, qui travaille pour le gouvernement fédéral, qui dit, non, on va proposer quelque chose vraiment pour réduire les barrières. Et ça devrait être vendredi prochain. Donc, on voit qu'il y a un dynamisme politique qui s'est créé, en fait, cette semaine, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a eu une construction de ça au cours des dernières semaines, mais je trouve ça intéressant parce qu'on va potentiellement pouvoir avoir des avancées concrètes. Maintenant, espérons que le gouvernement provincial du Québec, en fait, comprenne que lui aussi aura son rôle à jouer. Parce que nous autres, on discute avec beaucoup du monde, disons, des Franco-Ontariens, disons, ou des Franco-Nouveau-Brunswickiens, puis eux autres, ils m'ont dit, on aimerait beaucoup ouvrir un bar dans notre coin au Québec. Et vice-versa, moi, je connais des brasseurs ici qui aimeraient ça ouvrir des bars ailleurs, tu sais. Qu'est-ce qui manquerait comme structure pour que tout soit mis en place, pour que ça commence à fonctionner tranquillement? À part des lois qui changent, ça peut prendre combien de temps avec une loi change avant qu'ils disent OK, on ouvre le marché, c'est pas demain matin que ça ouvre, ça prend 2, 3 mois. Il y a des facteurs en arrière de ça, malgré qu'on est poussé avec le temps à cause de Trump, tout ça. Qu'est-ce qui manquerait en arrière de tout ça? C'est quoi le travail qu'il faut faire? Bien déjà, je pense que, encore une fois, évidemment, là, même si on se dit, OK, on veut ouvrir les barrières au commerce interprovincial sur l'alcool, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Là. Il va y en avoir des discussions. Puis comme vous l'avez dit, les vaches sacrées des gouvernements, notamment au Québec, c'est important pour le gouvernement Legault. En tout cas, c'est ce qui indique dans l'espace public. Donc, ça va prendre du temps, mais en même temps, je pense que la question des barrières au commerce, la question des menaces tarifaires américaines oblige à euh, la rapidité dans la réponse. Parce que là, si ça arrive vraiment, puis ça se concrétise des 25 des 50 sur l'aluminium, sur le bois d'œuvre, ça va faire très mal à l'économie canadienne. Donc, pour moi, c'est ce qu'on appelle en anglais un low-hanging fruit, là, c'est-à-dire quelque chose de facile à faire pour les gouvernements de se dire, regardez, on va au moins ouvrir les barrières au commerce interprovincial pour s'assurer une économie plus intégrée. Après ça, une fois que c'est fait, ça peut prendre un certain moment quand même, mais je me réjouis de savoir que vendredi prochain, il devrait y avoir quelque chose de déposé au fédéral, puis vous pouvez être sûr qu'on va suivre le dossier, parce que si ce n'est pas intéressant, il va y avoir de la critique. Mais si c'est intéressant, après ça, c'est quoi la nouvelle étape de se dire, ben là, maintenant, comment on fait des chaînes d'approvisionnement, comment ça va, est-ce qu'il va y avoir une plateforme pour les différentes provinces pour en fait pour lier les consommateurs des différentes provinces? Je vous avoue que tout est à faire et j'aurais la difficulté quand même à vous arriver en vous disant ça va être en 1 mois ou 2 mois. J'espère juste que si on voit qu'il y a des impacts rapides et concrets à cause de la mise en place des tarifs américains, bien, qu'il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité du côté canadien pour s'assurer que les micro-distilleries, les microbrasseries n'en payent pas le prix. Là.
Parce que l'affaire, c'est que moi, je vais aux États-Unis souvent pour des conférences, la distribution, tout ça. Et comme vous savez, je sais pas si vous avez la Californie, c'est un shit show pour la distribution là-bas. Il y a comme 13 compagnies différentes, ils se coupent tout là-dedans, il y a le Fair, tout comme ça. Où est-ce qu'on peut s'inspirer, nous autres, à part Manitoba? Est-ce qu'il y a d'autres places aux États-Unis qu'on pourrait s'inspirer le travail qu'ils font les autres, après le Texas? Le Texas, c'est notre histoire, mais il y a d'autres places qu'on peut s'inspirer, nous autres? Alors, je vous avoue que mon analyse a vraiment porté au Canada. OK, Donc, OK. j'ai vraiment comparé les provinces canadiennes. Maintenant, une chose que je pense qui est incontournable, c'est de se dire quand même que il faut permettre à des différents entrepreneurs de vendre le produit. Alors, ce n'est pas nécessairement du commerce interprovincial. Évidemment, je pense que ce qu'il y a à faire, c'est d'abolir les barrières. Et puis après ça, ben, le marché va émerger. Puis les Manitobains, les gens qui habitent dans Saskatchewan, dans l'Ontario, vont se dire, ben, mon Dieu, la bière du Québec est donc bien bonne. Je vais acheter une bière du Pit Caribou, de Mille-Îles, peu importe, puis des bonnes microbrasseries, Chic Choc, bref, j'en passe. Euh, il va y avoir ça. Mais maintenant, si on va vraiment au niveau du commerce intérieur au Québec, par exemple, ben moi, je pense déjà à la base de libéraliser le commerce de détail, de se dire, si Ouais. vous voulez partir une business de micro-distillerie, puis de vendre les produits du Québec, il ne devrait pas y avoir de problème, mais également de libéraliser la distribution. Puis là, je ne veux pas trop rentrer dans les éléments techniques, mais le bon exemple, c'est l'Alberta. L'Alberta ont fait un pas, mais ils ont oublié de mettre le pied en avant après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a libéralisé le commerce de détail. Fait que vous pouvez avoir un produit, évidemment, il y a plusieurs permis et réglementations. Ouais. Par contre, il y a encore un monopole sur la distribution. Fait que ça va toujours être l'État qui va aller chercher vos bouteilles, puis vous ne pouvez pas avoir de concurrents. Donc, concrètement, c'est plus difficile de faire baisser les prix. Alors, il y a cette réalité-là que je pense qu'il faudrait attaquer si c'est au Québec, mais c'est beaucoup de travail parce que la SAQ, le gouvernement a l'air de beaucoup l'aimer, malheureusement. Oui, mais à CBO, même nous autres, on faisait une conférence à CBO, puis malgré l'ouverture dans les dépanneurs supposément détaillants, il faut que tu passes quand même par le CBO pour la distribution. Puis c'est un gros problème parce que moi, j'ai parlé avec des brasseurs qui ils voient le dépanneur en face d'eux autres. Il faut qu'ils passent quand même par le CBO pour faire le tour, la Mississauga, le guide, quand les autres sont à Peterborough. Tu sais. Puis c'est un gros problème qui existe encore. Tu sais. So, est-ce que tu penses qu'un bon début serait la fin, un début de libération de distribution au Québec? On commence avec ça, puis après ça, tranquillement au Canada. Comment on pourrait commencer à penser ça aux gens? Pour une vraie réforme, là, si on veut vraiment, on réforme le secteur de l'alcool, là, première des choses, en ce moment, étant donné qu'il y a un dynamisme politique sur la question des barrières au commerce interprovincial, ça me semble évident de dire ça, on réduit les barrières, sinon moi, je les abolirais complètement. Là, on s'assure Mhm. que si quelqu'un veut commander un alcool d'une autre province, il n'y en a pas d'enjeu là. Permettez ça, ça va ouvrir les marchés pour tout le monde, ça va augmenter la concurrence, mais je pense qu'on a tellement de bons entrepreneurs ici qui vont être capables de saisir l'opportunité. Fait que ça, je pense que c'est la première étape la plus facile à cause du contexte politique. Dans un deuxième temps, je pense quand même que la question du monopole de la SAQ est problématique de se dire, ah, parce qu'on fait 1 milliard de dollars par année. Puis je comprends que c'est de l'argent, là. Il va quand même en avoir avec les taxes de vente, mais il faut arrêter de penser que l'État doit tout contrôler. Tu sais, le monopole de la SAQ, je l'ai dit en début d'entrevue, là, mais ça reste quand même un legs de la prohibition il y a plus de 100 ans. Là. Aujourd'hui, si on a des entrepreneurs, parce qu'en réalité aussi, il y a deux éléments. Pourquoi c'est bon de pouvoir permettre à des entrepreneurs de pouvoir vendre l'alcool directement? Donc, la libéralisation du commerce de détail, c'est très simple. Plus de produits pour les Québécois et les Québécoises, puis par extension pour les Canadiens également, si on peut Mhm. avoir du commerce interprovincial. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes un fan de gin, puis le gin que vous voulez, ben, il n'est pas ces tablettes de la SAQ, parce que comme on vient de dire, ben, la SAQ retire beaucoup de produits québécois. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce ne sera pas possible. Il va falloir que vous vous déplacez en Gaspésie pour avoir un type de produit. Pour moi, c'est insensé. Donc, c'est la première des choses. Puis également, une meilleure concurrence au niveau des prix. Est-ce que ça va être possible de payer moins cher pour une bouteille? Potentiellement, laissons le jeu du marché aller. Donc, je pense que les barrières au commerce interprovincial sont évidentes. La libéralisation du commerce également de détail au Québec. Puis après ça, ou pendant, en même temps, même celle, en fait, de la libéralisation de la distribution me semble également important. Ce n'est pas à la SAQ de choisir puis de dire, en fait, d'avoir un monopole sur quoi que ce soit, pour être très franc. Vous autres, est-ce que vous avez des chiffres pour dire c'est comment le coût de ne pas libérer le marché? C'est quoi le coût, tu sais, l'effet pervers d'avoir ce marché fermé? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus en arrière de ça? Fait que moi, je n'ai pas de chiffre très précis en vous disant ça. En fait, il y a aussi un élément qui est assez complexe. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, on dit on ouvre le marché, puis là, je reste au Québec là, de dire Ouais. la SAQ n'a pas le monopole. Si ça arrive, puis il y a des entrepreneurs qui vont émerger, je trouve que c'est très complexe de dire ils vont aller chercher X pourcentage de part de marché. Hein, c'est très difficile parce que
Ben, c'est complexe à prédire. En fait, chaque individu va choisir lui-même qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il va rester dans ses habitudes de la SAQ? Est-ce qu'il va se dire, coudonc, c'est donc bien bon ces produits-là, je vais y aller, puis j'en parle à monsieur, à ma famille, à mes amis pour dire, hey, connaissez-vous cet entrepreneur X-là? Super intéressant, allez l'encourager. Fait qu'au final, après 1 an, 2 ans, je vous avoue que c'est complexe à prévoir, mais je pense que dans tous les cas, le marché va s'équilibrer lui-même. Si tout le monde se garoche à faire des commerces pour la revente de gin de microdistillerie, évidemment, là, il va y avoir une réduction des joueurs à un moment donné. Là. C'est assez complexe à prévoir là, le comportement humain. L'une des affaires, comme je disais au début de l'entrevue, c'est que beaucoup des brasseries, moyennes brasseries, sont prêts à investir, aller à long terme, aller sur des marchés, pas des marchés canadiens. Le problème, c'est que, comme vous voyez à LCBO en Ontario, quand il y a la libération, Molson Labatt et Beef gardent la partie du marché parce qu'ils ont la capacité de distribution, tout ça. Est-ce que la libération comme ça, dans un marché québécois, pourrait avoir des problématiques à long terme aussi? Parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer des distributeurs, c'est pas tout le monde qui peut se payer des marchandiseurs, des vendeurs comme ça. C'est quoi l'effet qui allait en arrière de ça pour le Québec? Ben, écoutez, pour le Québec, j'ai l'impression qu'on était quand même 2 coups d'avance sur l'Ontario, là. Et puis corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que quand vous allez au IGA ou au métro, Non? c'est assez impressionnant, là, la quantité de bières de microbrasserie. Là, on se dit, bon, enfin, moi, si je veux boire des bières de n'importe où au Québec, là, puis évidemment, je dis IGA, il y a d'autres produits très spécialisés à côté de chez moi. J'ai une boutique qui est vraiment, franchement, on a incroyablement, en fait, une quantité et une variété incroyable de produits du Québec. Donc, c'est fort intéressant. Je pense qu'en Ontario, c'était différent où vous aviez juste des beer stores, puis c'était personnellement, je trouve ça très peu intéressant. Là. C'était dégoûtant. C'est pas intéressant, c'était dégoûtant. Là. J'avais été une fois, puis je me sentais, je sais pas, quand tu es assez vieux pour le. Tu te rappelles de. Tu sais, quand tu allais à la fête de. Il y avait un magazine dans le temps quand on était jeune, on avait un lit, puis il fallait acheter de la bière, puis il fallait attendre des Wow. produits. C'était pas mal ça. C'était assez laid. Hein, ouais. C'est spécial, tu sais, tu rentrais dans le beer store, puis tu n'avais pas vraiment de produits, puis il fallait que tu demandes. C'était très particulier. Puis là, c'est quand même un pas dans la bonne direction, mais on va se le dire, là, il en reste du chemin à faire là, Non, pour non, s'assurer que ça. les Ontariens puissent avoir accès à des produits de qualité au Québec. Là-dessus, je suis content de me dire, ben, l'industrie brassicole a quand même accès aux rayons. Après ça, je ne pourrais pas te dire la quantité qui n'ont pas accès, là, mais globalement, juste n'importe qui va dans une épicerie comme l'IGA va le voir, on a des produits de qualité qui sont offerts. En Ontario, je vous avoue que je trouve ça dommage de voir que c'est plus difficile pour les microdistilleries d'y avoir accès. Ouais. Mais, mais peut-être que ça va se faire dans un second temps. Je vous avoue que je fais toujours attention parce que je n'ai pas de boule de cristal. Mais au Québec, ça, je me réjouis. Maintenant, pour la question des microdistilleries, je me réjouis un peu moins de voir que la dynamique, c'est majoration et taxes qui est plus de la moitié du prix de la bouteille, difficile de voir les produits à la SAQ. Donc là, on se dit, ben, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui permettent de vendre ces produits-là parce que sinon, ça va être très difficile pour le secteur. Oui, parce que nous autres, on voit que le vin aussi commence à avoir le mouvement vers quelqu'un d'autre peut distribuer un tel parti parce qu'avant, ils ne pouvaient pas distribuer. C'est eux autres même qui devaient distribuer. C'est des coûts impressionnants à l'arrêt de ça. Faire tout ça, je sais que le monde il y a une loi qui s'en vient dans ce coin-là. So, vendredi prochain, tu penses que tranquillement, ça va s'ouvrir tranquillement? Est-ce que vous poussez avec votre boule de cristal? Est-ce que vous pensez que le gouvernement est vraiment ouvert ou c'est encore un peu comme TGV dans 20 ans, on va voir cette affaire-là? Donc, je pense qu'il y a une ouverture du côté fédéral. Le problème, c'est que maintenant, il faut que les provinces s'entendent. Il y a des provinces comme au Manitoba où on est proactif. Il y a des provinces qui sont pépères, comme on dit. Hein. Ça avance pas vite. Sinon, ça recule, comme le Québec. Puis moi, c'est un peu ma crainte, c'est de voir que le fédéral a du leadership sur la question. Moi, ça me fait sourire, puis je me dis, Colin, ça fait des années à l'IEDM, à l'Institut économique de Montréal, qu'on travaille pour réduire les barrières au commerce interprovincial. L'alcool, ça fait longtemps qu'on en parle. On en parle depuis l'affaire Como, comme quoi on se disait, mais ça n'a aucun sens, là, cette affaire-là. Là. Donc, cette dynamique-là, pour nous, on espère que ça va aller dans le bon sens. Maintenant, tout reste à prouver. Alors, j'ai de l'optimisme, mais j'essaie également d'être réaliste. Après, si on voit que les gouvernements s'entendent pour dire, écoutez, oui, l'alcool, il faut l'attaquer, puis il faut s'assurer que ça soit plus ouvert et d'autres secteurs également de l'économie, moi, je vais me réjouir. Mais en toute franchise, je vais le croire quand je vais le voir. OK. OK. C'est bon, je pensais que tu allais comme dire, mais non, Léo, on connaît quelqu'un qui nous a dit oui. Malheureusement, non. Je ne suis pas assez plugué au gouvernement fédéral pour vous dire, inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Là. Mais je l'espère parce qu'on a quand même vu que l'objectif du gouvernement fédéral, c'est d'ouvrir c'est vraiment de faire tomber les barrières.
Après ça, on voit également dans l'espace public des Nouvelle-Écosse, Ontario, qui nous dit, nous aussi, on veut faire réduire les barrières. Puis à chaque fois que j'entends le ministre délégué à l'économie du Québec, hein, Christopher Skeet, Ouais. en fait, qui est notre représentant au niveau au niveau de l'ALEC, qui est l'accord de libre-échange canadien pour le Québec, ce que j'entends, c'est plus des raisons de ne pas bouger que des raisons de bouger. Ça me dérange un petit peu, puis j'espère que le fusil va changer d'épaule parce qu'on est à un point où si les tarifs douaniers arrivent, bien, ça se peut que ça fasse mal à notre gang d'entrepreneurs d'ici, puis il va falloir avoir des bonnes politiques à mettre de l'avant, puis réduire les barrières au commerce interprovincial, c'est incontournable. Bien, espérant que ça va se faire. Écoute, Gabriel, merci beaucoup pour ton temps. Nos lecteurs, comme je t'ai dit, quand j'ai annoncé qu'on allait faire une entrevue avec vous autres, ils ne vous connaissaient pas beaucoup, l'IDEM. Ils avaient vu quelques articles, mais ils étaient intéressants à voir la vision derrière de ça. Et bien sûr, vendredi prochain, on va checker ce qui se passe. Nous autres, je sais, comme je t'ai dit, c'est une discussion de plus en plus ouverte, que ça ne se faisait pas avant. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'associations de microbrasseries ou de distilleries, tout ça, sont inquiets un peu avec ce que la discussion parce que ça va changer toute la dynamique. Est-ce que tout à coup l'association provinciale vaut la peine, les associations nationales, les changements de marché, tout ça. Comme tu sais, il y a du monde qui a mis des structures clés lourdes, puis ils ont investi beaucoup d'argent. Ce n'est pas des changements qui se font là-bas. En espérant que ça fonctionne. Gabriel, si quelqu'un veut vous contacter IDM, est-ce qu'on s'abonne sur votre site? Comment ça fonctionne? Oui, bien, dans le fond, on a un Twitter, on a un Facebook. Allez sur Institut économique de Montréal. Puis si vous voulez m'écrire à moi pour si vous avez des questions, pour m'envoyer des tomates, non, mais juste si vous avez des questions, ben, écoutez, vous pouvez aller sur le site de l'IEDM, vous allez retrouver mon courriel, puis ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Ben, excellent, Gabriel. Merci beaucoup de ton temps. Je pense qu'on pourrait avoir discuté vraiment longtemps là-dessus parce que je pense que c'est un gros obstacle. Puis je pense que l'importance de libérer le marché pour tout le monde, c'est intéressant, malgré que quelques personnes vont être affectées, mais je pense que ça va aider l'industrie en soi. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté Les Affaires brassicoles. Si vous avez des questions, envoyez un courriel à leonardo@baronmanque.com. Merci beaucoup de vous abonner. La section pro est ouverte. Abonnez-vous. On a beaucoup de lecteurs qui nous demandent des questions là-dessus. Bien sûr, si vous avez des questions à IDM, on va laisser le lien sur le site. Merci beaucoup à tout le monde, puis à la prochaine.